Mathieu Chouinard, 19 secondes. C'est ce que ça va avoir pris aux Islanders pour s'inscrire au pointage. Un peu à l'image des Sharks, ça n'a pas été un début de match facile. Du côté des Islanders, point positif, c'est 2 défenseurs qui ont réussi à inscrire les 2 buts et on mène 2-0 jusqu'ici. Oui, ça a débuté rapidement avec un tir de Dobson qui a été dévié. On est 22e dans la Ligue nationale pour les buts marqués par les défenseurs. Donc, ça fait du bien d'avoir une contribution pour justement aller dans les séries. On a besoin de tout le monde. Et puis, on a joué de malchance du côté de Corona, mais en même temps, on a un petit peu joué un petit peu trop le joueur à la droite. On s'est fait prendre. Et puis ça, c'est une tendance aussi. Alex Picard en a parlé tantôt. Lorsqu'on entre dans la zone, on se fait hypnotiser chez les Sharks. On rentre vraiment profondément. Et ça donne beaucoup d'espace aux défenseurs comme Romanov. Romanov, il a un excellent lancer sur réception. C'est dur à prendre ce tir-là sur réception. Puis là, on le fait. C'est positif pour les Islanders. Puis on le voit justement là, à travers la Ligue nationale, le nombre de buts par les défenseurs. Hein? Canadien de Montréal, 40. T'sais, on en parle depuis le début de la saison. Beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que le jeu offensif passe par la ligne bleue. Même chose chez l'Avalanche. Les Flames et les Hurricanes. Hurricanes, c'est une équipe là, qui lance vraiment tout le temps de la ligne bleue. Donc, on voit vraiment les tendances maintenant qu'on ramène la rondelle à la ligne bleue. Puis c'est à partir de cette ligne-là que, justement, on crée de l'offensive. On s'amène à 3, un peu comme en avantage numérique. Puis on le fait de plus en plus avec Patrick Roy et les Islanders. On connaît l'importance du match pour les Islanders qui sont au plus fort de la course aux séries, là, sont vraiment sur les derniers 1000 et n'ont pas vraiment de marge de manœuvre. Et j'avais peur de voir des Islanders un peu sur les talons face à une équipe de bas de classement. Des fois, c'est le piège à éviter. Mais ce soir, l'effet Patrick Roy se fait sentir. On sent vraiment qu'on fait les petits détails qui font la différence et on est vraiment dans le travail. Oui, la pédale dans le tapis. Puis moi, c'est ça que je remarque des Islanders, c'est leur façon qu'ils travaillent. On est toujours à la poursuite de la rondelle et on récupère ces rondelles-là. On est 2 contre 2, récupère. On envoie, encore une fois, on envoie ça à la défensive pour y aller d'un lancer. On se replie défensivement, on enlève des rondelles, on relance rapidement. On est vraiment résilient. Défensivement, 4e trio, bloque des tirs. C'est ça qu'on demande. Patrick Roy va demander de travailler, bloquer des tirs. Encore une fois, on est à la poursuite de la rondelle. C'est le 4e trio. Récupère les rondelles. Là, on va mixer. On est en train de changer les lignes. Encore une fois, on récupère le disque et on remet à la défensive et on supporte justement pour créer de l'offensive. Donc, on fait un très bon travail en zone adverse. Oui, ce sera de garder le même momentum jusqu'à la fin du match, de ne pas tomber dans le piège des Sharks. Merci, Matt. Il y avait plusieurs matchs au programme aujourd'hui dans la LNH. On surveillait évidemment celui entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes. Montréal qui connaît un bon voyage jusqu'ici et ça s'est poursuivi avec mon ami Sébastien Goulet à quelques heures de la date limite des transactions. Il y a certains DG qui ont plus de marge de manœuvre, qui ont de la place sur le cap salarial et qui pourraient venir en aide à certaines autres équipes. Oui, parce que là, ça devient la mode. On trouve une 3e roue au carrosse qui va pouvoir nous aider financièrement pour peut-être accepter des parties de contrat. En date de ce matin, au lever du jour, l'équipe qui avait le plus de place sous le plafond salarial au niveau des projections, c'était les Blackhawks de Chicago. Et tout ça a même augmenté durant la journée avec la transaction d'Anthony Beauvillier. Ils ont maintenant plus de 10 millions de dollars d'espace. Vous voyez les Ducks qui sont à 8 950 000. Ça rend donc le travail et surtout la personnalité de Carl Davidson et de Pat Verbeek. J'espère que le cellulaire va rester ouvert au cours de la soirée et de la nuit parce qu'il y a des appels qui vont pouvoir entrer et ils vont peut-être obtenir des choix pour 2 équipes qui, avouons-le, ont besoin d'avoir des choix dans une reconstruction, notamment à Chicago. Il y a moyen de moyenner et de trouver des façons d'aider ces équipes-là qui tentent de transiger, mais qui sont vraiment pris à la gorge au niveau des finances. Oui, ça, c'est certain. Je vois pas qu'est-ce que tu veux dire, mais c'est ça. On est dans le bas classement dans ces équipes-là. C'est pas facile et ça s'annonce quand même difficile pour la prochaine saison. Tu as plusieurs chiffres pour nous de ce qui s'est passé dans les dernières années. Est-ce qu'on va être occupé demain? Oui, bien la question, c'est ça. C'est à 8 heures, qu'est-ce qui va se passer? J'ai regardé dans les dernières années, ça a quand même été assez intéressant. Il y a 14 joueurs, imagine-toi, Justine, qui ont passé d'une équipe à une autre, à une 3e à la date limite des transactions. C'est arrivé 2 fois l'an dernier. Nick Bonino, souvenez-vous, a été transigé 2 fois à la date limite des transactions. L'autre, un peu moins connu, c'était Tony Stoud. Il y a 2 joueurs de 41 ans, des vétérans, qui ont changé de camp à la date limite des transactions également. Mark Recchi et Ron Francis, les 2 à 5 ans de différence. Et j'ai regardé ça, moi, l'an dernier. À la date limite des transactions, il y a eu 21 transactions. Donc, il va quand même y avoir un certain sujet. Là, la programmation qui commence à 8 heures jusqu'à 15 heures, l'heure limite, puis tout le reste de la journée. Ça impliquait 34 joueurs. L'année précédente, il y en a eu 32. On le sait, dans les 6-7 jours précédents, il y a eu énormément d'actions. Il y en a eu beaucoup jeudi. On risque d'en avoir beaucoup vendredi aussi.
La question financière est venue jeter un pavé dans la mare. C'est rare qu'on va avoir des transactions un pour un. On l'a vu peut-être un peu dans le cas de Casey Middlestat, mais encore là, ce n'est pas nécessairement des choses tout à fait claires parce qu'il y a tellement de gestion financière à faire pour toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey. Ça demeure un immense défi, cette gestion-là. Je pensais que les gardiens de but seraient une denrée recherchée. C'est vrai. Et pourtant, il y a peu de gardiens qui transigent finalement. Et peut-être avec raison, parce que 3 fois, un gardien de but dans l'histoire de la Ligue nationale a changé de camp la date limite des transactions et son équipe a participé à la finale de la Coupe Stanley. Cependant, dans les 3 cas, ce n'est pas ce gardien de but-là qui a donné la victoire à l'équipe en finale. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2011. C'était Kaapo Kähkönen avec les Bruins de Boston. Était là, était de la formation, mais il n'était pas celui qui était devant le filet pour défendre le filet vers la Coupe. On sait qu'il y a quelques équipes cette année qui aspirent au plus grand succès. J'ai bien hâte de voir si, dans les dernières heures, dans les prochaines heures, on aura des gardiens de but qui vont changer de camp. Il y a encore quelques noms qui font jaser. Quelle équipe tu surveilles d'ici demain de 15 heures? Je pense qu'on n'a pas fini de bouger. Je pense que ça va être la guerre de clochard de Colorado et Vegas qui risque de se poursuivre. Mais encore là, il faut trouver le budget. C'est pas évident. J'ai bien hâte de voir aussi si Kent Hughes à Montréal va procéder à une autre transaction après celle d'aujourd'hui qui a amené Jacob Perreault au sein du camp du Canadien. Ça va être intéressant à surveiller. Les Sénateurs d'Ottawa aussi sont des parties de Tarasenko. Il y a certaines mauvaises langues qui vont dire que cette équipe-là s'est améliorée depuis le départ de Tarasenko. Et les actifs qu'ils ont reçus, ça va rester à voir qu'est-ce que ce sera dans l'avenir. Mais ça va être bien intéressant de surveiller. Et puis, je ne m'attends pas nécessairement à un coup de circuit. Je ne pense pas qu'il y ait de transaction avec de grands noms. La défaite de jeudi soir de 6-0 des Pingouins, moi, me laisse particulièrement un goût amer. Rappelez-vous la réaction de Sidney Crosby plus tard cette semaine quand on lui disait quel sera le portrait des Pingouins à la fin de la date limite. Là, Jake Gensel, vraisemblablement, ça va se régler au cours des prochaines heures. Il ne sera plus de cette formation-là. L'attaque va manger un coup. Et j'ai hâte de voir si Kyle Dubas, dans les prochaines semaines, va regretter ses choix. C'était une équipe, les Pingouins, qui était pourtant très prometteur, habituée au succès année après année. Et là, après la rince mangée de 6-0 jeudi soir, les espoirs pour une participation aux séries disparaissent tranquillement pas vite. Est-ce que Kyle Dubas va périr à la suite de cette période de transaction-là? Ça va rester à voir. Oui, les visages étaient longs dans le vestiaire, ça c'est certain. Jusqu'ici, qui remporte cette course à la date limite des transactions? Difficile de ne pas aimer le travail des Golden Knights. Golden Knights? Ouais. Super, merci Seb. Toujours un plaisir. C'est déjà tout pour nous. Merci à toute l'équipe qui a participé à l'émission spéciale. On vous donne rendez-vous vendredi matin, 8 h. Elisabeth sera sur place avec toute notre équipe hockey pour tout savoir de ce qui se passe dans le monde du hockey, de la date limite des transactions. Merci d'avoir été là. Matt, bon, si on se concentre du côté des Sharks, on le sait, là, on se concentre sur l'avenir, la saison prochaine. Ce qui fait partie de l'avenir chez les Sharks, c'est le Québécois Thomas Bordeleau. Qui a été rappelé, lui, hier. Probablement qu'on se doutait qu'il y avait des transactions qui se tramaient. Et belle preuve de confiance de son entraîneur est utilisée sur l'avantage numérique et ça a porté fruit du côté des Sharks. Oui, choix de deuxième ronde. Puis, tu sais, c'est un joueur offensif. Hein? Il va s'exprimer avec son talent offensif, vraiment. Donc, on le met sur l'avantage numérique avec raison. On n'a pas beaucoup de jeunes qui poussent, mais lui, c'en est un. Puis là, il va être opportuniste ici. On envoie une rondelle en avantage numérique. Il fait dévier le disque derrière le gardien de but. C'est un très bon but. Puis c'est un joueur là, il a du talent offensif. Il a des mains. Il est capable de créer des jeux. Donc, ça va faire partie là, de l'avenir des Sharks de San Jose. Il y a Eklund qui joue en ce moment. Lui, il y a Will Smith qui s'en vient. Donc, le processus est enclenché là, à San Jose. On parle souvent du développement des jeunes. Ce qui est intéressant avec Thomas Bordeleau, oui, Alex l'a mentionné pendant la deuxième période, a commencé la saison, était utilisé au centre. On l'a retourné dans les rangs juniors, donc plutôt dans la Ligue américaine. Ouais. Et on l'a utilisé à l'aile. Ça a porté fruit et ce soir encore, il continue de progresser. Donc, vraiment, un bel ajout du côté des Sharks. Les Highlanders, bon, c'était encore un but sur leur désavantage numérique. C'est probablement l'aspect sur lequel ils vont devoir travailler. C'est même un peu pire depuis l'arrivée de Patrick Roy. C'est probablement la seule colonne là, qui fonctionne moins bien. Et bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a augmenté énormément notre production offensive depuis son arrivée. Et en deuxième période, la machine s'est ouverte. On ne peut pas tout changer, évidemment, là, dans le laps de temps qu'on a eu, mais on a marqué plusieurs buts. Ça, c'est Bo Horvat qui sort du coin. Lui, il est puissant. Hein? C'est pour ça qu'on est allé chercher. Sort du coin, il va marquer un gros but. Par la suite, McLean, regardez, il n'y a aucune place. On voit le gardien de but qui va se replacer, il se fait prendre. Barzal va marquer un autre but. Et par la suite, encore un défenseur. Troisième but par un défenseur lors de la rencontre. Donc, on appuie vraiment notre attaque du côté de la défensive.
Puis on voit aussi là, le nombre de buts qu'on a marqués récemment. Donc, tu sais, on garde ça quand même serré. Contre Dallas, contre Saint-Louis, c'est serré, mais on marque plus de buts. Puis ce soir, 6 après 2. Et on provoque vraiment des revirements. Comment? Mais avant, Patrick Roy, on y allait avec un échec avant 1-2-2. Donc, moins dans ta face, moins d'émotion, moins de mise en échec. Là, avec Roy, bien, on le voit, qu'est-ce qui se passe. On est toujours 2 profondément. On est toujours à la recherche de la rondelle. Puis on a beaucoup plus de résilience. Donc, pour moi, ça fait toute la différence. Si on ajoute un but par match, là, bien, on change vraiment nos statistiques puis on change vraiment les résultats d'ici la fin de la saison. C'est ce qui fait qu'on est sur une séquence, justement, de 4 victoires. Merci, Matt. Demain, grande journée dans la LNH, date limite.